Quand je pense directement, vaut-il la peine de se venger en soi? Je dis non. Quand je me souviens de ce que j'ai pensé et que je mets cela en balance contre ce que se pensent les autres, je change d'avis. Mon jugement oscille avec mes oscillations entre deux manières d'y arriver, soit l'approche directe de la question, soit la dépendance d'un jugement compétent. Comparé avec ce que dit Silknik sur le désaccord, si je n'ai pas plus de raison de suspecter une erreur dans l'autre esprit que dans le mien, une comparaison réfléchie entre les deux jugements résultera dans une alternance et un conflit entre l'affirmation positive par un acte de pensée et la neutralité qui est le résultat d'un autre. On ne peut éviter un peu d'instabilité de jugement. Le paradoxe entraîne l'instabilité. Nous n'arrêtons pas de découvrir que des choses que nous jugeons évidentes se contredisent mutuellement. Devant cela, il nous faut donner une nouvelle forme à nos pensées. Il nous faut apprendre à voir certaines des choses que nous avions jugées évidentes comme des illusions. Nous cherchons des remèdes à l'instabilité qui proviennent du paradoxe et une partie du remède est philosophique. Les philosophes peuvent trouver des modes de pensée qui sont cohérents et que nous pouvons apprendre à trouver vraisemblables. Mais souvent, les remèdes des philosophes ne sont pas complètement des succès. Il nous reste un peu d'instabilité, même sans tenir compte des questions d'autorité. Dans les cas où l'instabilité provient de l'autorité, on peut trouver un autre type de remède. Si les jugements des autres semblent extravagants, nous pouvons les compter pour rien. Nous pouvons exclure des gens de notre communauté de jugement. Après cela, nous pouvons osciller entre intuition et autorité sans remettre en cause des modes entiers de pensée. La vraisemblance influe aussi de manière plus directe sur l'identité des gens à qui nous devons faire confiance. Si une chose est évidente, alors quiconque la rejette tente à se discréditer. Il se peut que je sois plus sûr d'un jugement que de la compétence de quiconque le rejette. Si quelqu'un rejette le jugement, je compte pour rien sa compétence. Je le pousse en dehors de ma communauté virtuelle de jugement. Un tel geste possède ses coûts et ses bénéfices pragmatiques, mais mon raisonnement peut les court-circuiter. Je puis dire que ce qu'il accepte est tellement invraisemblable qu'il ne saurait être un bon juge de ces choses. Un tel argument tiré de la vraisemblance n'est pas lui-même pragmatique, même de façon indirecte. Il ne sert pas des jugements que nous produirions si les bonnes considérations pragmatiques nous avaient influencés. Il n'est pas probable que les normes de l'esprit de clocher aient elles-mêmes l'air d'être vraisemblables ou invraisemblables. Elles disent quel statut accorder à nos jugements. Elles disent de traiter nos jugements comme étant marqués par l'esprit de clocher en faveur de certains groupes. Cela peut avoir des conséquences qui sont vraisemblables ou invraisemblables. L'identité de qui nous incluons dans une communauté de jugement décide l'identité de ceux au jugement desquels nous prêtons attention, et ainsi ce qu'il faut accepter d'autorité. Mais le fait que nos jugements aient un certain statut n'est pas directement vraisemblable ou invraisemblable. C'est lorsque la discussion marche particulièrement mal ou que nous consacrons des développements excessifs à des questions ordinaires que les normes de l'esprit de clocher pourraient être formulées explicitement. Elles doivent alors tester par ce qu'elles impliquent pour tout un système cohérent de jugement normatif. J'ai examiné les façons dont les jugements vraisemblables tendent à être avantageux. On peut découvrir des raisons d'être pragmatiques profondes, des raisons d'être qui soutiennent nos standards de vraisemblance. Et puis aussi, les jugements vraisemblables ont des avantages qui proviennent de leur pure vraisemblance. Nous pouvons nous tenir à eux de manière stable. J'ai maintenu en même temps qu'il n'était pas forcé que le vraisemblable et l'avantageux coïncident. Les explications démoniques les tiennent séparés. Pourtant, pourquoi nous soucier de ce qu'il est censé de penser et d'éprouver? Nos modes de pensée normatifs ne devraient-ils pas avoir un sens? Ne devraient-ils pas améliorer la valeur de notre vie? Forcément, on ne peut réagir que de manière complexe. Premièrement, si nos modes de pensée normatifs étaient un fardeau pour nous et qu'il existait un remède facile, alors bien sûr nous ferions bien de prendre le remède et de laisser tomber ces modes de pensée. Nous ferions bien encore qu'il se pourrait que nous pensions alors selon des modes absurdes. Rien ne garantit que si nous prenions le remède, nous penserions des pensées raisonnables. Devrions-nous nous fier aux pensées que nous aurions si nous prenions le remède? C'est une question normative, une question de normes pour l'autorité. Il se pourrait que la réponse soit peut-être oui, mais les explications démoniques nous empêchent de penser que la réponse doit toujours en toutes circonstances concevable être oui. Il est pourtant raisonnable d'espérer qu'en l'état actuel des choses, nous avons de la chance, que nous pourrions nous-mêmes parvenir à l'accord pragmatique ou à quelque chose d'approchant, et que de plus, si nous y parvenions, nous penserions des façons selon lesquelles il est le plus sensé de penser.
Les modes de pensée vraisemblables nous sont bien utiles, d'une abondance variété de manières. Encore que ce ne soit pas parfaitement. J'ai exposé un certain nombre de raisons pour penser que l'avantageux et le vraisemblable pourraient coïncider parfaitement bien. Si c'est le cas, ça ne saurait être une surprise évolutionnaire. Nos propensions normatives constituent une heuristique grossière pour la réalisation de l'ajustement biologique et notre notion de profit coïncide grossièrement avec l'ajustement biologique. Et ce n'est pas par hasard. Rien de tout cela ne garantit que le vraisemblable et l'avantageux ne se superposent exactement, mais cela ne rend pas surprenant une coïncidence approximative. D'une abondante variété de manières. Les juges idéaux et nous. Supposez que ce que je dis sur la cohérence idéale est vrai. Quel rapport avec nous tel que nous sommes? Qu'est-ce que cela nous dit sur les jugements normatifs que nous pouvons produire nous-mêmes, nous qui ne sommes cohérents que de manière imparfaite? Dans une discussion réelle, non idéale, nous prenons des positions normatives et nous décidons en définitive quelle norme accepter. Nous élaborons ce résultat partiellement en communauté. Ce faisant, nous nous astreignons mutuellement de façon lâche à des standards de conséquence. Découvertes, les erreurs assurent de la gêne. Ces pressions font partie d'un mécanisme psychosocial par lequel la discussion tend vers le consensus. La discussion idéale nous apprend-elle quoi que ce soit sur la façon dont tout ceci se passe? Une discussion réelle commence avec un éparpillement de jugements à peine ébauchés. Nous commençons en ébauchant des jugements sur ce qu'il faut accepter, et aussi sur l'identité de ceux au jugement desquels nous devons faire confiance. Nous avons les ébauches de réflexion sur ce qui nous mettrait en position pour produire de meilleurs jugements. Il se peut que ces ébauches de jugement s'opposent dans la discussion ou dans la répétition interne en vue de la discussion. Parfois, des jugements fermes sur la substance nous feront réviser notre explication quant aux personnes à qui faire confiance. Il se peut que je sois plus sûr d'un jugement que de la compétence de quiconque. Parfois, des jugements de compétence nous amènent à réviser des jugements que nous avions commencé par accepter. Cet éparpillement de réflexion ne forme en rien une théorie idéalement cohérente. Toutefois, elles nous exposeront au coup par coup à des exigences de conséquences. Entre autres, elles exposent un locuteur à une contestation épistémique. S'il semble qu'une querelle se réduise à de simples différences de jugement, on peut demander à un locuteur pourquoi c'est à son jugement, à lui, qu'il faut faire le plus confiance. D'autres voient les choses différemment de lui. Qu'en dit-il? Ou bien il peut se voir opposer des contestations moins générales, on peut affirmer qu'il est lui-même piètre juge de la chose à cause, par exemple, de sa partialité ou de son manque d'expérience. Les explications sur la cohérence idéale nous disent où pourraient mener les réactions à des contestations au coup par coup. Des inférences qui semblent séduisantes séparément peuvent, mises à la suite les unes des autres, arriver à des conclusions suspectes. Si nous avons quelques idées de ce qui pourrait être idéalement cohérent, cela peut orienter nos réactions à des contestations au coup par coup. Quelles directions de pensée normales sont-elles soutenues par ce discours sur la cohérence épistémique idéale? Une des choses qui est soutenue, c'est la discussion, la pensée en groupe, ou si, du moins dans des conditions favorables. Bien sûr, la discussion a de nombreux effets. Elle incite les gens à trier les problèmes. Elle dévoile les inconséquences et elle suggère des directions de pensée. J'ai mis l'accent sur un profil supplémentaire, l'influence mutuelle qu'apporte la discussion. Parfois, bien sûr, il faut s'opposer à cette influence. L'influence peut être manipulée à de mauvaises fins. Tout un environnement de discussion peut mettre les gens dans une mauvaise position pour juger et déformer leur jugement selon des modes systématiques. Être exposé à un tel environnement peut nous rendre plus mauvais juges au lieu de meilleurs. Quand un conflit dans le groupe donne naissance à de fortes passions, par exemple, une discussion intensive avec un seul camp durcit le parti pris. Nous nous trouvons de ce fait mauvais juges de la querelle. Pourtant, dans une situation que nous estimons favorable, ce que nous recherchons en partie dans la discussion, c'est l'influence mutuelle. Nous n'estimons qu'aucune personne n'est un juge idéal, mais nous pensons à titre d'essai que certains sont de meilleurs juges et d'autres de pires. Nous pouvons provisoirement peser leur jugement en conséquence. Une première représentation de ce que pourrait être le fonctionnement de tout cela semble fausse. Je commence par remarquer de quoi les choses ont l'air pour moi et de quoi elles ont l'air pour les autres. Je fais un premier essai d'évaluation du degré de confiance que mérite le jugement de chacun de nous. Puis j'accepte, d'après mes lumières hésitantes, la prépondérance du jugement qualifié. Penser de cette façon menacerait ma stabilité. La manière dont m'apparaissaient les choses pourrait mal s'ajuster à ce que je soutiens, au total, l'autorité que je reconnais. Alors je pourrais, au lieu de juger les choses crédibles de manière indépendante, en venir à les juger mal appuyées par l'autorité. Voici une meilleure représentation.
Nous recevons bien le désaccord comme une cause de doute, particulièrement si nous ne pouvons le désamorcer, en arguant qu'il provient de l'erreur épistémique de quelqu'un. Mais une conviction qui n'est basée que sur l'autorité est insatisfaisante. Elle est troublante surtout si nous soupçonnons qu'elle va à l'encontre de la façon dont nous penserions les choses par nous-mêmes avec suffisamment d'informations. Voilà une difficulté. Pourquoi la façon dont je verrai les choses avec suffisamment de réflexion et suffisamment d'informations devrait-elle être plus importante que la façon dont les autres les verraient? La réponse est qu'il faut une sorte de confiance en soi pour une réflexion stable. Que pourrons-nous chercher alors dans la discussion, à part des choses comme la conséquence, les faits, l'exercice mental et des suggestions pour des modes de pensée? Ce que nous pouvons chercher d'autre, c'est influencer et être influencé. Les choses ne fonctionnent pas dans une discussion tant que l'intuition ne correspond pas à l'autorité. Les conclusions que soutient le poids de l'autorité accordée à titre d'essai devraient correspondre aux façons dont nous voyons chacun les choses quand nous y pensons. Un désaccord est l'occasion de contrôler notre cohérence, et c'est aussi l'occasion de rechercher l'influence mutuelle. De quelle taille devrait donc être le groupe en faveur duquel nos jugements sont marqués de l'esprit de clocher? Ici, nous devons avoir une hésitation. Nous ne savons pas où pourrait nous mener davantage de réflexion et une discussion plus large. Toutefois, la théorie de la cohérence épistémique idéale nous offre des procédés pour réfléchir à ces choses. 13. Les communautés de jugement. Les difficultés cruciales de la vie sont plus ou moins locales. Ce dont nous avons besoin au jour le jour, ce n'est pas d'une rationalité globale, d'une rationalité que pourraient reconnaître tous les participants concevables à la discussion. Notre problème est de savoir quoi traiter comme étant rationnel entre voisins et autres interlocuteurs. Une personne a besoin de demander ce qu'elle doit traiter comme étant rationnel ou irrationnel à l'intérieur des petites communautés qui l'occupent le plus. Elle a aussi besoin de demander comment considérer les grands groupes peu commodes qui influent sur sa vie et la vie des gens qui l'entourent. Parfois, il est vital qu'elle coopère avec eux. Parfois, elle peut profiter d'autres groupes et en apprendre des choses. Elle peut espérer jouir avec eux d'une communauté partielle et engranger ainsi certains des profits du consensus normatif. Mais elle ne peut espérer quelque chose approchant de la communauté entière de jugement à laquelle elle peut se fier avec des esprits frères. Nous vivons dans des communautés de jugement brouillées et qui empiètent l'une sur l'autre. Certaines sont grandes, d'autres petites. Certaines sont intenses et d'autres diluées. Nous arrivons à proposer des explications différentes avec des groupes différents. Et ce que je demande dans ce chapitre, c'est quel rapport mutuel peuvent avoir ces explications. Dans une communauté petite, intense, nous pouvons faire le tour de beaucoup de choses par la conversation. Une des choses dont nous pouvons parler, c'est de la vie des éléments extérieurs et de nos relations avec eux. Cela nous aide à développer nos réflexions sur la vie dans notre propre communauté. Comment nos normes s'étendront-elles à des situations exotiques? Qu'est-ce que cela nous dit sur ces normes et sur nos raisons pour les accepter? De surcroît, ces discussions intimes peuvent nous aider à vivre avec les éléments extérieurs dont nous parlons. Elles peuvent nous aider à imaginer comment faire en sorte d'aller vers des communautés de jugement plus répandues. Nos groupes plus grands continueront à être en désaccord sur certaines questions. Pourtant, nous pouvons résoudre d'autres questions et nous en avons besoin. Dans un éventail de thèmes limités, l'accord est peut-être possible et peut valoir qu'on le recherche. Un accord sur des thèmes limités maintient la paix. Il aide les groupes à coopérer. Dans le meilleur des cas, il enrichit la vie des gens en élargissant leur compréhension, leur sentiment d'humanité, la richesse de leurs amitiés. Voici ce que je veux dire en récitant ces truismes. Le caractère des jugements normatifs est une partie à faire de leur rôle dans la discussion. Des rôles différents dans la discussion devraient assurer des jugements normatifs de types différents. Nous devons donc poser la question des reconnaissances produites différemment d'un groupe à l'autre. Il y a des jugements que nous reconnaissons avec des intimes, mais que nous laissons de côté quand les groupes divers avancent vers un consensus sur d'autres thèmes. J'ai affirmé que l'acceptation avait quelque chose à voir avec la reconnaissance. Qu'en est-il alors de ces jugements que nous reconnaissons dans un groupe mais que nous tenons hors de la discussion dans l'autre? Les acceptons-nous complètement? Sont-ce des jugements de rationalité ou sont-ils d'un statut modeste particulier? Qu'en est-il aussi des jugements que nous reconnaissons selon leurs propres termes dans des groupes plus grands, mais pour lesquels nous proposons des explications particulières dans des groupes plus petits? De quoi mon explication a-t-elle l'air quand les communautés de jugement forment d'un côté un assemblage de groupes publics mal définis et de l'autre les amis intimes qui cherchent la vérité et le sens dans la vie? Dans un sens, nous choisissons nos communautés de jugement et les profits et les pertes influent sur ce choix. Pour vivre dans un monde confus et dangereux, il faut pouvoir former de larges communautés de jugement sur un éventail restreint de normes, des normes qui nous permettent de vivre ensemble. Et pour prospérer, il nous faut aussi des communautés plus intimes. Dans ces communautés, nous pouvons exercer nos capacités normatives et essayer de donner un sens à la vie et à ses possibilités.
Il faudrait proposer ici une explication complexe, remplie de pratiques et de prix, de possibilités cohérentes et des pressions qui s'exercent sur elles, et je ne puis en fournir qu'une faible partie. Dans le présent paragraphe, j'essaierai d'aborder quelques-unes des questions qu'il faut examiner en détail. Isolement et refoulement. Il existe de nombreux domaines de réflexion, de sentiments et d'action où il n'est pas nécessaire que les groupes tombent d'accord. Entre eux, il y a des thèmes dont ils n'ont pas besoin de discuter. Ils peuvent s'acheminer vers des communautés de jugement séparées sans qu'aucun des groupes y perde beaucoup. Dans le passé, les groupes très éloignés étaient complètement isolés. Aujourd'hui, l'isolement est affaire de thèmes et de degrés. Des groupes peuvent avoir des normes à part, par exemple, pour la manière dont ils traitent leurs propres membres. Il se peut qu'ils soient mutuellement indifférents à la manière dont les gens des autres groupes sont traités, encore que cette indifférence a peut-être ses limites. De même, des groupes peuvent accepter des normes à part pour la croyance, des normes à part pour les sentiments et des normes esthétiques séparées. Si leurs interactions sont suffisamment rares, il se peut qu'il y ait là de grandes pertes pour personne. Je caractérise l'isolement en termes de pertes. Des groupes sont isolés sur un thème, s'ils peuvent être en désaccord sur ce thème sans grande perte. Selon la manière dont ils comptent les pertes, le fait qu'ils perdent beaucoup selon leur lumière dépend bien sûr en partie de la mesure dans laquelle les groupes peuvent avoir une interaction ou à éviter d'en avoir. Cela dépend aussi de leur conception de la perte, et les jugements sur la perte peuvent changer. Par exemple, un groupe religieux pourrait considérer comme extrêmement coûteux, selon ses propres lumières, d'avoir pour voisins des infidèles. Le manque de normes religieuses communes leur ferait perdre alors quelque chose de valeur de leur point de vue. Avec des standards de coût révisés, il se pourrait qu'ils ne jugent plus coûteux d'avoir des voisins infidèles. Si le fait d'avoir des voisins infidèles n'est pas un coût en soi, alors il se peut que des groupes, même réunis dans un seul quartier, soient capables de réfléchir à la religion de façon séparée, et ce sans grande perte. Ils sont alors parvenus à l'isolement en matière de religion. Ils ont toujours des voisins infidèles, mais cela ne leur coûte guère. Les gens ont besoin de groupes intimes, et pas seulement de compréhension largement partagée. Penser dans l'isolement produit de la désorientation. Une personne a besoin d'autres personnes avec qui penser pour tous les sujets, mais pour beaucoup de sujets, elle peut choisir dans une certaine mesure qui seront ces autres personnes. Elle peut chercher à trouver des esprits frères, des gens dont le jugement a un accent de vérité. Elle peut travailler avec eux au développement de ses opinions normatives. À l'intérieur du groupe choisi, les participants à la discussion peuvent stigmatiser d'irrationnels les opinions d'éléments extérieurs. Ils peuvent le faire sans affronter les éléments extérieurs dont ils rejettent les jugements. Sur d'autres sujets, ce sont les circonstances qui imposent le groupe. Si elle n'est pas dans la bonne communauté, une personne peut perdre des occasions de coopération. Elle peut se trouver confrontée à un conflit désastreux ou à une guerre, ou bien elle peut avoir à payer le prix de s'aliéner des gens qu'elle pourrait estimer. Dans certains cas, pour certains objectifs, l'isolement est coûteux ou impossible. Les gens doivent tomber d'accord ou payer. L'éventail des questions sur lesquelles il nous faut un accord sera bien sûr plus large avec les gens proches de nous qu'avec des gens éloignés. Des relations différentes exigeront un accord sur des questions différentes avec une urgence variable. Si je traite de l'isolement, c'est essentiellement pour le distinguer des autres façons dont un groupe peut en exclure un autre de sa communauté de jugement. Un conflit coûteux, une répression, un modus vivendi et une complète tolérance. Quand le désaccord est douloureux, les groupes peuvent s'en tirer de diverses manières. Il est possible qu'ils se contentent d'accepter le prix à payer. Il est possible qu'ils poursuivent la conversation pour essayer d'atteindre une communauté qui s'est jusqu'à maintenant dérobée. Il est possible qu'ils choisissent la répression, ou bien il est possible qu'ils œuvrent pour la tolérance ou pour un modus vivendi en tombant d'accord sur des façons de se tirer ensemble de leurs désaccords. Bien sûr, souvent la vie en mêle les diverses voies. Des groupes sont isolés sur un thème quand aucun d'entre eux ne perd grand-chose parce qu'il réfléchit sur ce thème de manière séparée. Alors ces groupes ne rencontrent qu'une faible pression pour essayer de s'acheminer vers une communauté de jugement unique sur ce thème. Nous pouvons maintenant demander quel sera le statut des jugements d'un groupe isolé, s'ils sont cohérents. J'ai déjà offert un choix de réponses possibles. Il se peut que le groupe dispose d'une explication de la raison pour laquelle les autres groupes sont de mauvais juges en la matière. Il se peut qu'ils produisent leur jugement avec un esprit de clocher. Ou bien enfin, il se peut qu'ils acceptent une explication relativiste. Un groupe peut toujours trouver une version qui tombe sous une de ces catégories, une version pour exclure les autres de la discussion. Pourtant, il est possible qu'il n'en ait pas envie. Les contraintes portant sur l'acceptation d'une telle version qui sont efficaces sont celles qui comportent des pertes et des gains. Et dans le cas où des groupes mènent leur discussion dans l'isolement, même ces contraintes perdent leur efficacité. Qu'arrive-t-il alors quand l'isolement n'est pas disponible? Parfois, un groupe peut en réprimer un autre et ne voit donc pas encore contraint de s'acheminer vers des normes communes.
Par répression, je veux dire ici une coercion d'un type particulier, une coercition qui est tenue pour illégitime par les gens qui en sont l'objet. Dans ce sens, la répression n'est possible que quand les gens acceptent des normes de légitimité, des normes qui régissent les plaintes. Des égoïstes peuvent être en concurrence et peuvent magouiller, mais ils ne peuvent pas se plaindre les uns des autres sincèrement. Un accord normatif peut coordonner, mais des normes égoïstes coordonnent mal. Une coordination égoïste est compliquée et instable. La discussion classique de la coordination égoïste se trouve dans Schelling, 1960. C'est un procédé plus efficace de se mettre d'accord sur des normes de plainte. Alors les gens s'attendent à une plainte s'ils franchissent certaines limites, et les plaintes ne sont plus à la merci de calculs compliqués sur leurs coûts éventuels et leurs possibles rapports. Mais si les gens sont en désaccord sur le choix des normes de plainte à accepter, alors il y a des ennuis en perspective. Il se peut que certains soient alors l'objet d'une coercition et jugent que c'est là un motif de plainte. C'est la répression dans le sens que j'adopterai, une coercition exercée sur les gens de façon qu'ils jugent eux-mêmes illégitime. Toute coercition n'est pas répressive dans ce sens. Il se peut que les gens accueillent favorablement la coercition. Il se peut que la discipline qu'elle procure leur soit nécessaire. Les écoles militaires et les sectes rigoristes ont leur attraction. Il se peut qu'ils acceptent la coercition pour agir comme ils agiraient de toute façon. Il y a peu de gens parmi nous qui aient des objections contre le fait de nous voir forcés de ne pas tuer et de ne pas voler. Il se peut qu'ils acceptent d'être chacun soumis à la coercition pourvu que les autres y soient soumis. C'est ce qui se passe pour les impôts. Et puis aussi, il se peut que, même quand les gens accueillent mal la coercition, ils la jugent légitime. Il se peut qu'un égoïste pense qu'il est bien d'essayer de voler et qu'il est très bien que les autres essayent de l'empêcher de voler. Ni un vol ni des menaces à son encontre ne sont un motif de plainte, selon sa doctrine. Alors les menaces qui lui sont adressées sont coercitives, mais pas répressives. Il traite aussi bien les menaces que le fait de s'y dérober comme étant légitime. Qu'elle soit répressive ou pas, la coercition n'est pas le résultat constant du fait de penser qu'une personne est irrationnelle. Même si nous avons le pouvoir de la soumettre à la coercition, il se peut que tout en la pensant irrationnelle, nous nous laissions commettre ses propres erreurs. Il se peut que nous pensions que sa liberté est une bonne chose en soi et par les résultats qu'elle entraînera probablement. Il se peut que le fait de la laisser libre stabilise des arrangements sociaux qui laissent d'autres personnes libres. Il se peut que nous donnions du prix à la liberté de ces autres personnes. Inversement, nous pouvons penser que quelqu'un est rationnel et pourtant le soumettre à la coercition. Nous n'avons pas besoin d'être convaincus qu'un tueur à gages de la mafia a exigé un prix trop bas ou sait mal représenter le conflit entre intérêt personnel et moral pour vouloir l'arrêter ou le punir. Dans un sens plus étroit, la répression est répression de l'opinion ou de son expression. Ici, j'utilise le terme dans un sens plus large. Dans mon usage, une personne est réprimée non seulement si elle ne peut exprimer son opinion, mais si elle ne peut pas agir selon cette opinion. Plus précisément, elle est réprimée si elle se voit l'objet d'une coercition telle que son opinion y voit un motif de plainte.